Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Jean-Claude Mailly. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de Force ouvrière. Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé, donc notre nouveau président. Question simple, est-ce qu'il est prêt à occuper la fonction présidentielle selon vous ? Je l'espère qu'il est prêt à occuper la fonction présidentielle, surtout qu'il va avoir une responsabilité, alors lui il dit immense, il a raison, ou énorme, on appelle ça comme on veut, à la fois parce qu'il va falloir qu'il rassemble d'une manière ou d'une autre, qu'il évite trop de tensions, que la situation économique et sociale s'améliore, sinon dans 5 ans tout le monde va recrier au loup. Vous l'avez rencontré, vous, Jean-Claude Mailly En février, je l'ai rencontré. À plusieurs reprises ? Non, une seule fois ? Une seule fois, fin février, oui. Bon. Après, il y a eu des contacts entre certaines de ses équipes et les équipes FO, comme il a eu des contacts avec d'autres organisations. Et alors, quel effet il vous a fait en réunion ? Il écoute ? Il est à l'écoute ? Il écoute ça, il débat énormément, etc. On verra après si effectivement, quand il décide, il entend. Voilà, je fais une distinction entre écouter et entendre. Après, c'est lui. Il écoute, mais il n'entend pas ? Pas toujours, mais bon, c'est après chacun ses responsabilités. Quand je l'avais vu, on a notamment discuté beaucoup ce jour-là. On n'a pas tout discuté, mais on a discuté beaucoup de l'assurance chômage. Et là, on est en désaccord, donc il faudra approfondir tout ça. Vous avez le sentiment qu'il est difficile à faire changer d'avis ? Peut-être, mais écoutez, parfois on dit la fonction crée l'organe, donc on verra bien en tant que président ce que ça donne. Bon, j'ai lu, je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai lu qu'il vous tutoyait, il vous a fait la bise. C'est ça, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ça vous gêne, ça ? Non. Moi je suis quelqu'un de très souple sur ces questions-là. Non, mais je ne suis pas le seul. Bon, pendant toute la campagne, Emmanuel Macron il a affirmé à plusieurs reprises que sa réforme du travail, on rentre dans le dur du sujet, il a dit qu'elle était mûre, cette réforme du travail, pour une adoption rapide. C'est dans son programme, il a été élu sur ce programme, il n'est pas légitime pour mettre en œuvre ce sur quoi il a été élu, alors qu'on a reproché pendant des années à ce personnage politique qui était élu sur quelque chose et qui faisait autre chose une fois arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui importe dans une élection présidentielle ? C'est mon point de vue, je ne dis pas que tout le monde le partage. Quels que soient les candidats, moi je pense que les citoyennes et les citoyens n'attendent pas un catalogue de mesures, quelles qu'elles soient. Ils attendent un cap, une vision, un projet, et après que le président élu respecte le cap qu'il avait donné. Parce qu'on ne peut pas tout anticiper. Nicolas Sarkozy, il ne pouvait pas anticiper en 2007 la crise de 2008 ou de 2009. Donc le cap doit être gardé, mais après on navigue en fonction. On ajuste et on navigue en fonction des éléments. Bon, là, il a été, premier tour, 24%. Premier en tête au premier tour. Deuxième tour, 66%. Ce qui est bien entendu qu'il est légitime, mais c'est un beau score, 66%. En même temps, une grande partie, voire plus de gens ont voté au deuxième tour, y compris pour faire barrage au Front National, sans pour autant être d'accord sur l'ensemble des mesures ou une partie des mesures. Donc s'il veut rassembler, j'ai cru comprendre, son objectif c'était de rassembler politiquement. Bon, ça c'est son problème, je dirais, sur le plan politique. Et s'il veut rassembler socialement aussi, il faut qu'il évite les clivages. Donc il faut qu'il soit capable de modifier les choses, de réviser certaines annonces, surtout que sur certains points, ce n'est pas très clair. On parle d'inversion de la hiérarchie des normes, par exemple. On va parler après. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'imprécisions dans les mesures annoncées. Donc je pense... il faut une élection de confirmation comme les législatives pour justement... Qu'il puisse avoir une vraie légitimité sur le projet, sur son projet. Oui, non, parce qu'il est clair sur ce qu'il veut faire. Oui, mais non. Quand on voit dans le détail, c'est pas aussi clair que ça. Non, mais le cap, il est clair. Cap, réforme du marché du travail. Oui, non, mais réforme par du ordonnance, dès l'été. Ça, c'est là. Il y a à la fois le fond, le contenu, et si le contenu, c'est pas très clair, il y a des contradictions. Alors donc, il faudra qu'elles soient éclaircies d'une manière ou d'une autre. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, quand on nous dit c'est l'inversion de la hiérarchie des normes, il faudra pouvoir discuter beaucoup plus de choses au niveau des entreprises. Des entreprises. D'abord des entreprises. Dans les branches, dit-il, pour les secteurs où il y a que des petites entreprises. Ça existe déjà, donc d'une certaine manière. Bon, ça c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, dans le respect du rapport Combrexel, ce que n'a pas respecté la loi El Khomri d'ailleurs au passage. Bon, mais le respect de la loi Combrexel, les branches définissent également les thèmes qu'elles négocient. Or, c'est plus de l'inversion, oui, il y a une contradiction. Donc, voilà, je donne cet exemple, mais il y en a d'autres. Après, il y a la méthode. On va en parler sur la méthode, mais juste, vous devez le rencontrer, Emmanuel Macron, en tant que juste avant son investiture. C'était ou avant ou après, ce sera après. Je n'ai pas la date, mais après l'investiture, donc vraisemblablement, je pense, la semaine prochaine, oui. Bon, quand vous serez face à lui, rendez-vous bilatéral, je crois, est prévu. Ce sera a priori du bilatéral, oui. Donc chaque syndicat reçu séparément. Qu'est-ce que vous lui demanderez quand vous le verrez, les yeux dans les yeux ? Vous lui direz, voilà, il ne faut pas réformer par ordonnance
la loi travail? C'est ça que C'est vous à la direz? fois, oui, il ne faut pas réformer en précipitant les choses. Hein. Vitesse et précipitation, c'est deux choses contradictoires. S'il veut rassembler et éviter les tensions sociales, il faut qu'il montre qu'à la fois, il faut se laisser un minimum de temps. Écoutez, il y a un rapport qui vient de sortir aujourd'hui du commissariat à la stratégie et à la prospective, justement sur comment poursuivre une réforme du marché du travail. En termes de méthode, s'il n'a pas le temps, mais je conseille qu'autour de lui, on le lise. On verra que Mais sur ce n'est pas la méthode bah, qui vous dérange chez Emmanuel Macron, c'est le principe même de la hiérarchie des normes, de plus oui, négocier en entreprise. Donc même oui, si on donne mais je plus de vais temps à la lui- négociation, in fine, il s'y tranche. non, mais attendez, s'il poursuit sur ce que j'appelle une loi travail, il faut bien une formule XXL, ça veut dire qu'on renvoie encore plus de thèmes, qu'on tue la branche pour aller vite au niveau national, ce serait une erreur fondamentale sur le plan des conceptions. Je l'ai dit 20 fois au moment de la loi travail, tous les pays qui ont fait ça, c'est une catastrophe en termes de couverture conventionnelle. Hein, c'est vrai dans toute une série de pays. Il y a une dégradation des conditions. Une dégradation du taux de couverture, une augmentation des inégalités, etc. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il voudra faire exactement s'il se donne un temps... Au prix de plus de création d'emplois? Non, ça, même pas. Quand vous regardez, si vous regardez l'Espagne, quel pays? Ah oui, l'Espagne. je vous dis, l'Espagne, les créations d'emplois ne sont pas dues à ça. Les créations d'emplois sont dues à une reprise à un moment donné économique et une reprise du secteur du tourisme et énormément d'emplois précaires. Donc beaucoup ça de franchises mérite de cotisation aussi sur les CDI. Je crois qu'il y a eu quelque chose aussi là-dessus. Oui, il y a eu une baisse de charges massive. En Italie surtout. Si ma mémoire est bonne, enfin je ne garantis pas à 100%, mais je pense que c'est surtout en Italie qu'il y avait eu des baisses. Donc c'est ça que vous lui direz, les yeux dans les yeux? Mais bien Emmanuel sûr, mais Macron. attendez, moi je dis les choses directement. Donc vous lui direz quoi alors qu'on comprenne? Je lui dirais, attention, ce n'est pas le principe même d'une ordonnance. Si c'est une ordonnance sur un thème consensuel, si c'est pour aller plus vite, Il n'y a pas de sujet là. il n'y a pas de sujet. Enfin, excusez, moi par exemple sur le droit à l'erreur, je trouve que c'est une bonne idée que l'on... On explique le droit à l'erreur pour les chefs d'entreprise. Prenez par exemple une entreprise qui a un contrôle URSSAF et que l'employeur involontairement a oublié quelque chose, etc. On n'a pas respecté sur la forme. Oui, on n'a pas respecté sur la forme, mais ce n'est pas volontaire. Bon, au lieu, on n'applique pas les pénalités, par exemple. Ça a eu des expériences qui ont été faites dans le temps là-dessus. Ça, je trouve ça allant dans le bon sens. Bon, alors ça ne pose pas de problème. Par contre, si c'est sur l'inversion de la hiérarchie des normes, il faudra quand même qu'on s'explique clairement sur les choses. Et moi, je souhaite que dans cette hypothèse-là, il révise sa position, à la fois sur le fond et éventuellement sur la méthode. Et en même temps, il l'a dit, il y aura un temps de débat social, il va vous recevoir, les syndicats, pour en discuter, mais in fine, voilà... Enfin, si c'est pour nous recevoir et rien changer, je vois pas l'intérêt, franchement. Ça s'appelle de la communication. Hypothèse, il maintient à la fois des ordonnances rapides et puis sur des thèmes où il y a problème. Hein, parce qu'il n'y a pas que la version de la hiérarchie des normes. Il y a une imprécision sur la fusion des institutions représentatives du personnel. Je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus tellement en la matière. La il y a barémisation. la barémisation Je vous ai vu du venir. prud'homal, voilà, par exemple. Bon, donc, il y a à la fois ces questions de fond. Mais si c'est une reçoit, mettons, la semaine prochaine, on va avoir un gouvernement la semaine prochaine. Si on dit, voilà, vous avez 15 jours, 3 semaines de débat, après on présente un projet de loi d'habilitation, on continuera à discuter. Enfin, c'est pas en un mois et demi, 2 mois qu'on règle ce type de problème. Sauf à considérer qu'on Pourtant, il y a eu beaucoup de rapports, on a beaucoup déjà parlé de tout ça. Je veux dire, on a déjà eu un débat au moment de la travail. C'est pas une question d'avoir un rapport, c'est une question le de débat a faire. déjà eu lieu. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que le côté libéral économique l'emporte sur tout le reste? Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas aux salariés, il s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, et notamment à M. Gattaz, qui est déjà tout content. Ou est-ce qu'effectivement, il veut véritablement équilibrer les choses et donc tenir compte aussi de ce que rencontrent les salariés aujourd'hui? Voilà, ça, on attend des réponses et des éclaircissements là-dessus. Donc si je comprends bien, les ordonnances pour vous, c'est un casus belli, mais en même temps, on se dit que ce n'est pas un 49.3, c'est pas tout à fait pareil. Pardon de rentrer un peu dans la mécanique institutionnelle, c'est pas exactement la même chose. On sait bien que les ordonnances passent 2 fois devant les la parlementaires. fois, C'est pas le fait du prince, il n'y a pas de dérive autoritaire, ça a été utilisé des centaines de fois. C'est pas un vrai débat parlementaire, par exemple. Mais c'est pas le 49.3 non plus. Non, je ne dis pas que c'est le 49.3, sinon ce serait le même article. Hein, mais ça veut dire que le gouvernement présente au Parlement un projet de loi d'habilitation en disant voilà les thèmes sur lesquels on vous demande l'autorisation de faire des ordonnances. Il faut qu'il y ait une majorité. Le Parlement, il faut qu'il vote. Opinion, donne son non, avis. mais il vote. Bon, après, si le Parlement donne l'habilitation, après le gouvernement prépare son projet, ça passe au Conseil d'État, etc. Et in fine, le Parlement valide une deuxième fois pour voir si c'est bien dans les clous. Quand je dis dans les clous, c'est pas sur le fond, c'est s'il a dit sur tel thème, est-ce que c'est bien ce thème-là qui est traité dans l'ordonnance? Mais c'est pas un véritable débat de fond sur le fond du dossier. Bon,
En même temps, ce n'était pas une pratique antidémocratique, les ordonnances. J'ai envie de l'entendre. Non, c'est pas une pratique. Je dis pas. Article C'est pas une pratique 38, anticonstitutionnelle. C'est pas une 38 de la pratique Constitution. anticonstitutionnelle. Je préfère dire que plutôt qu'une c'est pratique nuancé. antidémocratique. Oui. 350 ordonnances sont passées entre 2004 et 2013. Et en 1982, pour celles et ceux qui ont un petit peu de mémoire, Pierre Mauroy a fait passer la 5e semaine de congés payés et la retraite à 60 ans par ordonnance. Ça ne posait pas de problème. Parce que le sujet était consensuel. Si le sujet est consensuel, si c'est juste. Parce que l'objectif, c'est de gagner du temps et d'éviter certains débats. Mais si l'objectif est consensuel, bah oui, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand l'objectif n'est pas consensuel. Vous avez affirmé, Claude Mailly, que les négociations par branche, donc, et non au niveau national, ce n'est pas républicain. Non, c'est républicain. C'est républicain. Ah oui, c'est oui, le fait que sûr. ce soit en entreprise qui n'est pas républicain. Souvent. Bah oui, enfin, qui dit des négociations Et ça veut dire d'entreprise quoi en fait? J'ai du mal à comprendre. C'est quoi la République? C'est liberté, égalité, fraternité. Ce que le président de la République a rappelé d'ailleurs l'autre soir. Bon. C'est quoi l'égalité républicaine? C'est pas l'égalitarisme. C'est assurer un minimum d'égalité de droits. Ça vaut sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans. Bon. Comment on assure un minimum d'égalité de droits concernant les salariés? En ayant par exemple des conventions collectives nationales, vous prenez des secteurs comme la chimie, la banque, ce que vous voulez, où on a des normes communes à l'ensemble des entreprises du secteur. Ça vaut pour les salariés comme ça vaut pour les entreprises. C'est un minimum d'égalité de droits. Après, ça n'empêche pas, et dans la branche, de dire, écoutez, tel thème, on le renvoie, mais c'est nous qui le décidons, quand je dis nous, syndicat patronat, on le renvoie à l'entreprise, et tout ce qui n'est pas prévu dans l'accord de branche se discute dans l'entreprise, bien entendu. Et on peut améliorer ou modifier des choses dans l'entreprise, mais on assure ce minimum d'égalité de droits. Juste un chiffre, 94% des salariés français sont couverts par une convention collective, parce qu'il y a des conventions collectives nationales. Le taux de couverture en Allemagne, ils sont en train de redresser ça d'ailleurs, il est à 49%. Voilà. Donc ça a accru fortement les inégalités. Vous pensez qu'Emmanuel Macron veut détricoter toutes les conventions je ne sais pas. En tous les cas, je vais attirer son attention sur les risques d'une telle situation. Je pense que c'est une erreur parce qu'il suffit d'aller regarder ce qui s'est passé dans les pays qui ont fait ça. On peut parler de la Grèce, mais enfin, c'est un cas un peu particulier quand même. L'Allemagne, moins de 5% de chômage. Oui, mais enfin, et beaucoup plus de précarité que chez nous. Oui. Beaucoup plus de précarité de chez nous, etc. Et quand je discute avec mes amis allemands du DGB, l'avantage des Allemands, c'est qu'ils sont souvent plus pragmatiques. Et quand ils se sont rendus compte que les réformes Schröder de l'an 2000 ont accru les inégalités, accru la précarité, ils sont en train de réviser depuis quelque temps. Hausse du salaire minimum. Ils ont créé un salaire minimum, ils sont en train de redonner du pouvoir à la branche, etc., pour essayer de gommer justement ces difficultés. Bon, et l'idée de laisser plus de place à l'accord majoritaire en entreprise, dans les branches et surtout en entreprise, pour faire varier la durée de temps de travail sur les questions salariales, pourquoi est-ce que c'est niette pour vous? Parce que nous considérons que, quand un accord est bon, considéré comme bon, si tous les syndicats ou une grande majorité des syndicats le signent, c'est même pas la peine, ça se passait avant comme ça, c'est pas la peine de regarder sur la représentativité. Je vous rappelle que les calculs de représentativité ne servaient qu'à une chose au départ, qui était la chose cachée, c'est faire disparaître des organisations syndicales. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez bien qu'il y a toujours autant d'organisations syndicales. Alors après, l'accord majoritaire, il existe aujourd'hui dans la loi. Bon. Par contre, là où il y a une zone de flou, par exemple, il dit qu'il faut élargir le référendum d'entreprise. À la demande de qui? Justement, est-ce que c'est à la demande de l'employeur? Avec un syndicat à ses côtés, je crois que c'était on ne sait pas. Dans ce qui est dit pour le moment, on ne sait pas dans quelles conditions il veut élargir le référendum d'entreprise. Et si c'est à la demande de l'employeur, vous allez avoir toutes les organisations qui se rendent compte, parce que c'est un peu le fait du prince. Bon. Donc vous demandez, Emmanuel Macron, quand vous le verrez, d'être peut-être plus clair, d'être plus précis. À la fois d'être plus clair. Mais vous lui laissez sa chance. Ah oui, attendez, on n'est pas en train de manifester là. Bon, j'ai même dit chaque chose en son temps. On va d'abord. Et hier, ça a commencé. Hier, vous n'y étiez pas. Vous verrez le Front social à Paris. Oui, d'accord, mais on n'y était pas. Bon, il y a le Solidaire, qui est un des organisations syndicales, a convoqué, invite à une intersyndicale cette semaine. Le 11, je crois, ou le 12, je ne sais plus. Bon, j'ai dit que Force ouvrière n'irait pas à cette réunion. Attendez, on va attendre de voir comment il va se comporter. Moi, je pense que son intérêt, d'ailleurs, son intérêt, c'est de réussir, comme tout le monde, bien entendu. Mais son intérêt, c'est pas de trop cliver dès le départ. Et son intérêt, c'est de savoir bouger. Mais je pense quand même qu'il n'est pas rigide. Bon. J'espère, en tous les cas. Il le sera peut-être sur le plafonnement des indemnités octroyées au prud'homme en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est une disposition qui a été retoquée,
vous le savez, par Oui, le qui a été Conseil retoqué par le Conseil constitutionnel. constitutionnel. Parce que, non, mais c'était retoqué parce que... Il y avait une distinction entre la taille des entreprises, Ouais. voilà. Hein, non, pourquoi on est contre, enfin, alors, l'ensemble des syndicats Pour l'instant, il y a un barème qui est Indicatif. facultatif, qui est qui est indicatif. indicatif. On est contre pour deux raisons. D'abord, on se situe, il faut le rappeler, ce que vous venez de dire, sur ce qu'on appelle les licenciements abusifs. Ça veut dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Ouais. Bon, premier élément. Deuxièmement, nous, on considère qu'in fine, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est le juge qui doit trancher. Hein, c'est pas obligatoirement le juge prud'homal, d'ailleurs. C'est le juge, in fine, qui doit apprécier le préjudice subi. Ça, c'est un élément qui est aussi essentiel pour nous. Et puis, ce que je dis, si à partir, vous ne pouvez pas mettre un plafond sur tout ce qui est harcèlement, discrimination. C'est pas possible. Qu'est-ce qui risque de se passer s'ils mettent un plafond? Eh ben, vous allez avoir une série de salariés qui disent bon, bah là, c'est plafonné, donc on va aller sur d'autres choses. Et ils attaqueront ensuite sur le harcèlement et la discrimination, et vous aurez les employeurs qui pleureront. Bon. Donc, je reviens sur cette affirmation. Je crois que c'est dans le Parisien. Vous avez dit il ne faut pas qu'il y ait une loi travail XXL. Elle est devant nous, manifestement peut-être. Est-ce que dans ces cas-là, vous lui promettez, Emmanuel Macron, des mobilisations ou des manifestations XXL aussi J'en sais rien. Écoutez, écoutez, moi je dis toujours, moi je souhaite, c'est notre tradition syndicale, que les choses se passent normalement, sereinement, avec de la concertation, qui soit tenue compte, etc. Vous voulez qu'il recule Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais qu'il n'applique pas, je ne sais pas, qu'il n'y ait pas le... non, comme son programme est parfois flou, y compris sur la question de l'articulation des négociations, il est flou, il n'est pas précis, donc on va voir ce qu'effectivement ils veulent faire. Écoutez, je ne suis pas le seul, il y a François Bayrou, si j'ai bien compris, on sait tous qui est avec lui, qui dit qu'il faut éviter les ordonnances, et je sais qu'il y en a d'autres qui lui disent. Donc après, à lui de réfléchir avec son futur Premier ministre. Bon. Alors après, s'il n'entend pas, s'il continue, s'il fait effectivement une loi XXL, il y aura des réactions. Maintenant, quand, à quel moment... Il y aura des réactions XXL aussi? Si on fait des réactions, c'est autant qu'elles soient fortes. Bon. Si c'est nécessaire. Forte, mais pas XXL. Mais j'en sais rien sur tout. Moi, vous savez une chose à la fois. J'avais sur ce plateau vendredi Philippe Martinez, votre homologue à la CGT. Je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, mais selon vous, quelles sont les... On voit les images là. Je lui ai dit, quelles sont les mesures économiques du programme d'Emmanuel Macron que vous trouvez plutôt bien? Il m'a répondu, je sèche. Est-ce que vous aussi, vous séchez dans les mesures qui vous plaisent dans le programme économique d'Emmanuel Macron? Non, dans le programme économique, je disais tout à l'heure le droit à l'erreur, enfin ça fait partie, c'est social et économique d'une certaine manière. Certaines pistes, même si elles demandent à être creusées sur le plan européen, je pense qu'il a conscience qu'au niveau européen les choses doivent changer. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à convaincre d'autres pays, dont l'Allemagne? J'ai entendu les déclarations de Mme Merkel hier, j'ai entendu ce qu'a dit M. Juncker. Pas trop. La France dépense trop, a dit Jean-Claude Juncker. Bien. C'est typique Juncker, ça. Il s'adapte aussi à l'auditoire. Vous savez, au congrès de la Confédération européenne des syndicats, il y a 2 ans à Paris, Jean-Claude Juncker, il était le grand apôtre du CDI, vous voyez, donc il peut s'adapter à son auditoire. Bon, la commission, vous êtes dû, la commission a quand même beaucoup bougé. Il y a le plan Juncker qui a été boosté une 2e fois. Oui, il y a plus de demandes de réduction des déficits à marche forcée. Oui, parce qu'ils ont eu un peu... Enfin, c'est pas que la Commission d'ailleurs, entre nous, c'est aussi, je rappelle toujours que ce sont les États, ils ont eu peur de certains résultats électoraux. Il y a eu le Pays-Bas, on sait très bien aujourd'hui, moi je suis européen depuis tout le temps, mes critiques sur la manière dont l'Europe se fait, mais moi je siège actuellement comité directeur de la Confédération européenne, c'est dans tous les pays que les salariés sont critiques vis-à-vis de l'Europe. Donc si l'on veut que l'Europe persiste, il faut obligatoirement faire des changements. Est-ce qu'il y arrivera sous cette méthode ou pas? J'en sais rien. J'ai vu qu'il était conscient qu'il y avait des changements. Donc le droit à l'erreur, ça vous plaît? La réforme fiscale, à condition de voir la manière dont ça va être mis en place, mais de dire c'est-à-dire taxe d'habitation. D'accord, la suppression. Ça peut aller dans le bon sens. Maintenant, il faut voir comment c'est compensé, etc. On n'a pas encore. Donc vous aimez les baisses d'impôts? Les gens vont aimer les baisses d'impôts, oui, ça c'est évident. Le droit au chômage universel, vous en pensez quoi? Le fait de pouvoir ouvrir le chômage aux artisans, aux agriculteurs, aux indépendants, que les artisans, aux professions libérales. Émilie faisait un papier tout à l'heure, elle avait raison. Qui ça? C'est pas oui, et absolument, Émilie. Elle faisait un papier tout à l'heure, elle avait raison sur ce qu'elle disait. Que les artisans, les commerçants, les agriculteurs veuillent une couverture chômage. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais on n'est pas obligé pour ça de chambouler tout le système. Nous, on tient à ce que le système, au moins pour les salariés, après, ils peuvent avoir... Vous ne voulez pas que l'État vous retire la cogestion de l'UNEDIC, c'est ça? Mais tout ça, ce n'est pas une histoire de cogestion syndicat-patronat. Oui, c'est une cogestion. On gère quoi? On gère la convention d'assurance chômage, basta, point. Ça veut dire qu'on négocie les règles. Après, qui gère le système? Qui gère Pôle emploi? L'État déjà.
C'est l'État qui gère Pôle emploi. On est sur des strapontins. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de remettre en cause une cotisation que de remettre en cause un impôt. Et là encore, je l'ai dit, mais je lui redirai en face au président de la République, pourquoi se précipiter là-dessus? Est-ce que c'est pour donner des gages à l'Allemagne? Parce qu'il l'a dit à différentes reprises, il faut renforcer le couple franco-allemand pour réformer l'Europe. Pour réformer l'Europe, et puis les élections allemandes au mois de septembre. Donc d'ici là, d'ici les élections allemandes, rapidement, il faut donner des gages sur 2 points, à la fois des réformes structurelles, d'où l'idée de réforme du Code du travail. Deuxièmement, réduire plus fortement les déficits. Je rappelle que l'objectif fixé pour la réduction du déficit de l'assurance chômage, c'est 10 milliards. Et il doit considérer que dans la négociation qu'on a avec le patronat, on n'a pas fait assez d'économies. Donc il veut prendre la main pour réduire plus. Voilà, si c'est ça... Comment il arrive à cette économie? Il arrive avec 7% de chômage en fin de quinquennat. Oui, il n'y a pas de mesures correctrices qui sont prévues aujourd'hui. Je l'espère. On l'espère tous, on l'espère tous. C'est pas gagné encore. Ouais. Les bonus-malus, ça on est pour. Sur les contrats précaires, vous êtes pour ça? Oui, mais oui, on est pour là-dessus. Mais après, il y a différentes formules possibles. Mais c'est oui, le patronat qui va... oui, c'est le patronat qui ne veut pas. Mais je rappelle que dans la Convention d'assurance chômage, on demande aux branches de négocier sur cette question-là avec un comité de suivi interprofessionnel. Donc on va essayer d'avancer sur cette question. Bon, très bien. Donc voilà, donc on finit là-dessus. Donc il y a des mesures qui vous plaisent chez... Ah mais moi j'essaie d'être objectif le plus possible. Il y a des choses positives. Je me dis, je sais qu'il n'y a rien qui me plaît. Donc c'est Philippe. Bon, mais moi je dis ce qui nous apparaît dans le bon sens et ce qui nous apparaît dangereux. Maintenant, on verra la discussion. Et vous lui direz les yeux dans les yeux? Toujours. Bon, très bien. Merci d'avoir été notre invité en direct sur Boursorama dans la grande interview. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Merci. Merci à vous. Au revoir.